Eh bien, écoutez, on va attaquer, cette, courte quand même présentation sur l'automatisation des tests avec Compose. Alors, comme je viens de l'indiquer, on va parler de l'automatisation des tests UI Android avec Compose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme UI, c'est les interfaces utilisateurs. Qui je suis? Bon, on va faire un résumé très rapide. J'ai été développeur pendant 7 ans. J'ai fait une reconversion dans le domaine du test il y a 5 ans. Donc, comme assez souvent, on commence par, testeur fonctionnel, puis après on migre un petit peu vers l'automatisation et je suis aussi, désormais formateur pour la société SSID. Alors je suis désolé, on va devoir passer par un petit peu de contexte, expliquer certaines petites choses, pour poser des bases. L'automatisation des tests pour des applications Android avec des vues en Compose, on va la faire directement avec, l'outil Compose. Il nous fournit de lui-même un kit d'outils qui nous permet de, à la fois créer des interfaces graphiques natives, mais aussi de les tester. Et dans cette présentation, je vous parlerai aussi plutôt de mon point de vue, parce que je m'en sers un petit peu tous les jours. Une vue, dans votre application Android, est formée par une arborescence de composables. Donc on peut voir un petit peu là, une arborescence, à quoi ça pourrait correspondre sur l'image juste à côté. On a bien nos différents éléments, la page qui se situerait ici, un composable qui serait par exemple ici l'affichage principal avec notre liste, et d'autres composables qui seraient les éléments de la liste au fur et à mesure. Et on peut descendre comme ça au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir avec Compose, c'est que on a cette arborescence de composables, mais en parallèle, il va aussi construire ce qu'on appelle une arborescence sémantique. Elle va permettre de décrire d'une manière complètement alternative votre interface utilisateur, principalement pour les services d'accessibilité et pour pouvoir tester cette interface. Chacun de vos composables peut contenir ce qu'on appelle des propriétés sémantiques. Et petite anecdote, un élément sans propriété sémantique ne sera pas inclus dans l'arborescence sémantique. Je vais vous donner quelques exemples rapides. Le composable texte, qui est ni plus ni moins le texte qu'on va venir afficher sur l'écran, contient une propriété sémantique texte. Parce que c'est vrai qu'un champ de texte, au final, on peut juste le décrire par son texte. Si on en prend un autre, le composable icon, qui va simplement venir afficher un icône sur votre écran, peut, quant à lui, contenir une propriété sémantique content description, qui indiquera du coup sa signification pour l'utilisateur. Et si on ne lui donne pas du coup cette description, cette icône ne fera pas partie de l'arborescence sémantique. C'est complètement optionnel. On va pouvoir passer à la partie démonstration. Côté démonstration, on va voir différentes choses. La première chose qu'on va voir, c'est qu'il existe plusieurs façons d'exécuter nos tests d'interface avec Compose. La première façon, hop, si j'ouvre celui-ci et que je mets en mode présentation, hop là. Alors, la première façon de venir lancer nos tests consiste à démarrer notre application de façon normale en démarrant l'activité principale de notre application. Alors, une activité, il faut se dire que d'un point de vue application Android, c'est ni plus ni moins le point d'entrée de l'application. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On a besoin, dans notre test, dans un premier temps, de décrire une règle pour dire à Compose: «Voilà, je veux que tu me lances, l'activité principale de mon application», et à partir de là, on peut venir exécuter nos différents tests. Donc par exemple ici, un test qui va juste lancer l'application et vérifier 2 informations sur l'écran. Ou alors, on peut aussi faire des tests un peu plus complets, de navigation. C'est l'avantage d'avoir lancé notre application par son point, comme un utilisateur classique. On a accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Il y a, des points positifs, comme je viens de le décrire, on peut tester, du coup la navigation et on peut tester l'ensemble de notre application, dans son fonctionnement avec les interactions entre les différents écrans, les différents éléments qui composent nos vues aussi, mais aussi les appels réseau. De mon point de vue, il y a quand même un côté négatif. Le côté négatif, c'est que je vais donner un exemple. Si vous travaillez dans le retail, que votre application vous sert à passer des commandes, si vous vous servez de cette méthode, pour atteindre l'écran de finalisation de votre commande, qui est tout à la fin, qui vous dit: «Eh, votre commande s'est bien passée», vous allez devoir traverser la totalité des écrans pour arriver jusque là-bas.
tout en, ben, vous êtes forcé du coup de venir ajouter, ben, vos éléments dans le panier, sélectionner vos méthodes de livraison, connecter le compte client, voilà. Ça fait beaucoup de choses pour juste atteindre un endroit de l'application précis. Il existe du coup, ben, une autre méthode qui nous permet cette fois-ci, bah, de lancer directement le test au niveau, bah, d'un composable précis. Alors, cette fois-ci, ben, comment est-ce on va faire? On va venir lancer cette fois-ci, comme avant, une activité, mais une activité qui est vide, qui s'appelle la component activity. Et ensuite, avant chacun de nos tests, on a besoin de venir, hem, on a besoin de venir dire à Compose: «Voilà ce que je souhaite que tu m'affiches». Donc on va utiliser la fonction setContent. On va lui donner le thème dans lequel on souhaite que notre affichage soit créé. Donc ici, moi, je me suis servi du thème JSNAC thème et le composable qu'on souhaite charger. Donc là, ici, je voulais charger, bah, le composable qui m'affiche les détails d'un produit. À partir de là, on peut venir, bah, lancer nos différents tests et juste ce composable sera chargé. Du coup, le texte sera extrêmement rapide. Par contre, bah, on perd l'avantage qu'on avait avant, qui était qu'on aura du mal à venir tester, bah, les interactions entre différentes pages, la navigation par exemple. Donc il faut bien définir ce qu'on souhaite faire. Alors, je vais déjà vous faire une très courte démonstration d'exécution de test pour que vous puissiez voir vraiment la différence entre les 2. Je vais quitter mode présentation, sinon on n'y verra rien. Hop, je vais attraper mon magnifique device et je vais lancer, par exemple, un test de navigation. Donc partant par en ouvrant l'application normalement comme n'importe quel utilisateur. Bon, je sais, c'est pas très lisible, parce que Compose est extrêmement rapide. Contrairement à d'autres outils tels que Appium, par exemple, bah, Appium, lui, va faire des appels qui sont, plutôt, extérieurs à votre application. Là, avec Compose, bah, votre test est directement dans l'application. En tout cas, on a pu voir que bon, même si c'était très rapide, il s'est déplacé sur différents écrans et a fait différents tests. Maintenant, si je prends, hop, un test sur un composable, cette fois-ci, bah, là, il va nous lancer uniquement et directement l'écran qui nous intéresse. Faire le test et s'éteindre. Je vous remontrerai, quelques démonstrations telles que celle-ci un peu plus tard. Donc vous inquiétez pas, on pourra voir un petit peu plus, ce point. Maintenant, d'un point de vue automatisation, qu'est-ce qui va nous intéresser? Bah, comment identifier nos éléments sur nos écrans? Pour justement venir les tester. C'est là où on a besoin de venir sur, bah, nos écrans Compose. Donc là, comment faire pour déjà dans un premier temps, pour lancer notre application, je vais démarrer rapidement celle-ci. Hop, et une fois qu'on est sur notre application, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur Android Studio, on a un outil qui s'appelle le Layout Inspector. Quelqu'un ici le connaît? Et ben, en fait, ce Layout Inspector, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous permet de regarder sur votre écran et pouvoir voir les différents, composables et leurs attributs.
Donc là, je vais me mettre par avance sur un composable que justement on va venir automatiser. Donc là, je suis sur ma page produit pour, acheter un cupcake. Si je vais sur mon Layout Inspector, je peux voir que j'ai exactement le même écran ici et je peux cliquer sur mes différents éléments. Par exemple, si je viens cliquer sur, le nom de mon produit, cupcake, sur la gauche, on va voir apparaître l'arborescence de mes composables et sur la droite, bon, les différents attributs de ce composable. Là, comme ça, maintenant, on arrive à trouver, nos éléments dans notre vue. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est réussir à, les identifier dans nos tests. Alors, pour trouver rapidement, par exemple, ce titre dans le code de mon application, je peux juste venir double-cliquer, sur cet élément texte qui était ouvert ici. Si je double-clique dessus, il va venir m'ouvrir la définition de mon composable. Alors, tout de suite, on peut voir une grosse différence comparée aux écrans Android, par le passé. Les écrans Android avant étaient en pur XML. Très franchement, pour s'y retrouver, c'est toujours compliqué. Alors que là, maintenant, nos composables sont écrits de façon, plus lisible de mon point de vue. Ici, c'est l'élément, que je recherchais. C'est un composable de type texte. On va lui donner, ses différents paramètres, sa valeur, du style, des couleurs et potentiellement un modifier. Bon, un modifier, ça vous permet de modifier l'élément un peu dans son ensemble, lui passer des paramètres en plus. De notre côté, pour venir identifier cet élément, on a 2 solutions. Pour identifier notre élément texte, on a 2 solutions. La première, ce serait de se dire: «On va venir l'identifier par rapport, à sa valeur». Du coup, si on venait l'identifier par rapport à sa valeur, si je retourne rapidement dans mon texte, hop, on pourrait faire la chose suivante. On prendrait, notre élément compose. Hop, je vais modifier un tout petit peu ma fonction ici. On pourrait prendre notre élément compose et on pourrait venir lui dire onNode with text. Donc trouve-moi une node avec un certain texte. Bon, ça ne va pas être très lisible. Voilà, ce sera mieux. Du coup, ici, je pourrais lui passer mon texte. Cupcake. Et ensuite, interagir avec mon élément. Donc, faire un point, faire une assertion, lui demander par exemple, je veux que ça existe. Pourquoi pas? Personnellement, je n'aime pas cette méthode. Pourquoi? Parce que quand on vient identifier directement avec son texte, on, on perd une partie importante de notre vérification, qui est, est-ce que, l'élément qui est censé contenir ce texte, donc notre, composable pour le titre, est-ce que lui, il est bien affiché? Parce que là, techniquement, si je retourne ici et que, j'ai fait une erreur dans mon développement et je me retrouve un petit bug et en fait mon titre, il arrive sur la ligne de tagline. Du coup, il va trouver que, Cupcake est bien affiché sur mon écran et il dira: «Super, ça fonctionne». Moi, ça me plaît pas beaucoup. Du coup, avec Compose, on peut, heu, faire en sorte d'ajouter ce qu'on appelle un tag à un élément.
C'est ce que j'ai fait ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste rapidement le dupliquer pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Voilà. Alors, pour ajouter un tag, comment est-ce qu'on fait? On ajoute soit un modifier s'il n'y en a pas encore, et s'il y en avait déjà un, on met juste à la suite de ce modifier-là, un simple point, on fait test tag, et on lui donne un magnifique nom. Hop. Mon titre. Alors, je n'aime pas mettre un nom de façon textuelle comme ça, parce que du coup, si je viens dans mon test et que cette fois-ci, je lui dis trouve-moi un élément par rapport au tag, et que je lui mets comme ça la chaîne de caractères, mon titre, on risque à tout moment d'avoir un souci si quelqu'un met à jour l'écran ou le test. Parce que là, si je viens par exemple retirer le E de mon titre, ici, bon, ça ne fonctionne plus. Moi, ce que je préfère faire, c'est de passer soit par des constantes, soit par un enum. Comment est-ce qu'on ferait? Ma façon de faire, c'est je prends habituellement, si je crée un enum, comment je le nomme? Bah, je prends le même nom que le composable, je rajoute juste tag à la fin. Et ensuite, je viens lister tous les éléments qui sont présents dans ma page. Et si je retourne sur mon titre, hop, à la place de lui passer directement le texte, mon titre, j'appelle mon enum, snack detail tag, point .name, parce que c'était la balise name que je voulais, et je fais un point .name, comme ça il va récupérer de lui-même le nom de cet élément-là. Parce que le test tag, il a besoin d'une chaîne de caractères. Et du coup, dans mon test, je peux, de la même manière, appeler mon enum pour trouver l'élément. L'avantage, c'est que ça ne bougera jamais. Et du coup, si je viens sur le test que je faisais, bon là j'ai fait un peu de page object model, donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que c'est rangé. C'est pour la maintenabilité. On va dire que c'est une habitude maintenant. Mais du coup, je prends mon label, je l'identifie, donc onNodeWithTag, snackDetailTag, name. Et en compose, on peut servir d'une petite fonction qui s'appelle with pour toujours appeler, définir du coup cet élément comme la base pour les appels des fonctions en dessous. Ça évite d'avoir à faire, par exemple, un nameLabel.assert is displayed, puis après encore un autre et encore un autre, ou faire avec des points simplement. Personnellement, je trouve que ça fait quand même plus propre. On a vraiment une ligne dédiée pour chacune de nos assertions. Et du coup, cette fois-ci, je peux faire 2 assertions. J'ai bien mon assert is displayed et j'ai aussi mon assert text equal. Alors, on va voir cette fois-ci. Là, on a vu comment automatiser un texte. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un autre élément de notre page qui, lui, ne se base pas sur du texte. Sur ma page de produit, j'ai un sélecteur de quantité. Du coup, un sélecteur de quantité, qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? On va retrouver un bouton moins, un bouton plus et un champ texte. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir venir cliquer sur l'élément plus
et l'élément moins. Ce que je vais faire, je vais retourner sur mon Layout Inspector. Je vais cliquer sur mon élément et cliquer à nouveau pour aller dessus. Donc là, il m'a bien ouvert le composable qui est responsable du sélecteur de quantité. Et on peut voir dedans qu'il est découpé en différents éléments. On a un bouton ici, le texte et notre second bouton. Alors, si on vient regarder du coup celui-ci, le premier bouton, on peut voir que de base, personne n'a mis de tag dessus, donc on n'a pas de tag. Par contre, on a un content description. Du coup, cette fois-ci, on va essayer de se baser sur ce content description. Comment venir prouver un élément par rapport à la valeur du content description? Si je retourne sur ma classe avec mes tests, je peux le faire de différentes façons. Je peux faire comme ici, donc j'appelle compose, et je me sers cette fois-ci de la fonction onNodeWithContentDescription. Et je lui passe la valeur qui est dans cette propriété. Donc ici, c'était increase. Même si je cliquais sur le bouton decrease. Pas grave. Hop. Encore une fois, comme ici, on se sert, comment dire, on est toujours sur notre fonction pour trouver l'élément dans mon écran. J'ai une préférence, et ma préférence, c'est de ne pas passer, encore une fois, directement par la chaîne de caractères. Pourquoi? On peut tout à fait imaginer que votre application, vous voulez la tester en français, en anglais, en italien, en espagnol, peu importe la langue. Du coup, on va essayer de trouver un élément plus pratique. Et cet élément plus pratique, dans les applications Android, on va se baser du coup sur l'identifiant de notre ressource. Parce que chaque chaîne de caractères dans votre application Android, habituellement, est stockée sous forme de ressource. La ressource, ça prend quelle forme? Si je clique sur le decrease qui est ici, là, Android Studio va faire un petit peu de magie et va m'afficher cette fois-ci plutôt le nom de la ressource. Donc, ma ressource, je vais la retrouver dans r.string.labeldecrease. L'avantage, c'est que du coup, si moi, je peux trouver mon élément par rapport à cette ressource, si je change la langue de l'application, peu importe, ça fonctionnera toujours. Et pareil, si je change juste la valeur de la chaîne de... La valeur, actuellement, c'est marqué decrease, et je veux l'appeler decrease quantity, ça fonctionnera toujours aussi. Ça ne cassera pas mon test. Du coup, au niveau de mon test, j'ai besoin de faire une petite chose en plus. J'ai besoin... Hop là. Mauvais alt tab. J'ai besoin, cette fois-ci, de venir... Voilà. Alors, si je déplie ma fonction, j'appelle toujours ma fonction onNodeWithContentDescription. Par contre, je ne peux pas lui passer directement l'identifiant de ma ressource. Je dois venir récupérer la chaîne de caractères contenue dans cette ressource. C'est là où on a une petite fonction à faire. On a besoin de récupérer le contexte de notre application, parce que le contexte, lui, a accès à nos différentes ressources, que ce soit des identifiants ou des chaînes de caractères, peu importe. Du coup, comment est-ce qu'on fait? On fait appel
à notre instrumentation, donc Instrumentation Registry. On récupère l'instrumentation actuelle, puis le contexte, target context. Et on va juste appeler, depuis notre contexte, aux ressources, puis à la fonction getString, par rapport à l'identifiant. Ici, c'est bien la ressource de mon identifiant, déclaré avec @restring id .int. Voilà, on a juste besoin de faire cette petite fonction en plus, parce que compose de base n'a pas accès au contexte. Et du coup, contrairement à avant, où je faisais mon appel directement avec la chaîne de caractères increase, maintenant, j'ai juste besoin de rajouter mon getString et le nom de mon identifiant. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions pour l'instant? Super. Super, super. Alors, bon, comme le temps est en train de partir à toute allure, on va pas pouvoir rentrer dans plus de fonctionnalités parce que Compose, c'est quand même assez vaste. Je peux vous montrer 2-3 petites fonctions rapidement quand même, qui vous seront très pratiques. Alors, il y a une fonction qu'on peut exécuter sur, n'importe quel node. Moi, je le fais sur la base même de mon écran, donc on route, qui s'appelle print to log. Et avec cette fonction, ce que ça va faire, hop, si je lance ce test-ci, bon, le test va être plus lent que les autres parce que pour le coup, je lui ai mis des petits temps d'attente pour voir que l'écran bouge, même si c'est pas très lisible. Parce qu'en fait, il vient justement toucher au sélecteur de quantité. Il ajoute une quantité, puis il en retire une. Allez, fini, super. Du coup, si je veux regarder les logs de ce test, normalement, je devrais pouvoir retrouver, tout sera tagué avec l'élément here, l'arborescence sémantique de ma page. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas super lisible, mais ça peut vous dépanner un jour pour faire un peu de débogage. Ça marche Gauthier, pas de souci. De toute façon, tu t'inquiètes pas, ce sera normalement, on va publier tout ça sur, YouTube plus tard. Tu pourras suivre, la suite. On peut, du coup voir, toute l'interface, retrouver tous nos composables, les différentes nodes. Alors c'est pas très lisible, mais ça peut juste vraiment vous dépanner si vous bloquez sur quelque chose. Hop. Si je reviens, du coup, à la présentation, on a aussi, d'autres fonctionnalités avancées. Alors, la première, qui de mon point de vue est extrêmement utile, c'est qu'on peut indiquer, de façon, très précise à Compose quand il doit attendre et arrêter son exécution. Donc Compose vient de base avec une fonction wait until, où on peut lui dire: voilà, attends qu'un élément, par exemple, soit affiché sur mon écran. Et il vient aussi avec ce qui s'appelle des idling resources. Alors les idling resources, c'est très pratique. C'est ce qui va vous permettre, par exemple, au niveau, de vos tests, au niveau de, vos différents appels d'API, heu et de dire justement à Compose: «OK, j'ai un appel qui est en cours, s'il te plaît, attends que celui-ci soit terminé». Qu'est-ce qui est aussi utile? On peut venir mock, par exemple, un module complet de l'application
qui, ne seraient pas testables. En l'occurrence, on peut imaginer par exemple le scan de QR code. Parce que, pour automatiser un QR code, on va si vous faites ça par exemple sur le cloud, vous allez vous retrouver à vous n'avez pas accès à l'appareil photo. Du coup, difficile, d'automatiser le test fait avec un appareil photo. Du coup, à la place, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, prendre ce module de notre application et lui dire: «OK, toi quand tu es appelé, tu renvoies directement une réponse». C'est beaucoup plus simple. L'avantage, c'est que du coup, votre test va pouvoir continuer d'avancer et ensuite, quelque chose d'assez utile, on peut, si on le souhaite, mock la totalité de nos appels d'API sur notre application. Ça peut être très pratique si vous souhaitez justement désolidariser, vos tests, dans la CI aux jeux de données présents sur, un environnement qui n'est pas forcément stable. Du coup, moi de mon côté, c'est un petit peu dommage, mais je vais devoir arrêter la présentation à ce niveau-là. En tout cas, j'étais ravi de vous avoir, parmi nous et n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.